Parfait. Donc bonjour à tous. Je m'appelle Guillaume Rachet. Je suis le responsable produit de Perfect Memory. Aujourd'hui, je vais vous partager ce beau sujet qui est l'orchestration, la sémantisation des données pour les métiers de la santé. Mon objectif aujourd'hui, ça va être de vous partager en fait notre vision de la sémantique de manière générale. C'est-à-dire Perfect Memory, on travaille depuis des années dans ce secteur-là. Moi, à titre personnel, ça fait 15 ans que je travaille dans les technosémantiques de manière générale. Voilà, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous partager ce qu'on a identifié après toutes ces années comme les grands principes fondamentaux qui permettent l'adoption de la sémantique par les métiers. Donc, pour commencer, donc un petit sommaire, 4 parties. Je vais d'abord introduire Perfect Memory pour ceux qui ne connaissent pas. Puis on va parler des enjeux de la sémantisation de la donnée, comment on l'orchestre et comment on la restitue pour les métiers. Alors, Perfect Memory. Donc, Perfect Memory, nous sommes donc une société qui propose une plateforme logicielle. On travaille depuis longtemps avec Ontotext sur la partie base de connaissances. Notre objectif est le suivant, c'est de transformer toute donnée ou document en connaissances exploitables pour les équipes métiers et les prises de décision stratégiques. En fait, l'idée, c'est que quand on a construit la solution Perfect Memory, ça a été très vite de dire, OK, la sémantique peut nous apporter beaucoup de choses en termes de structuration, en termes de standardisation, d'interopérabilité, mais notre objectif a toujours été de restituer en fait cette puissance de la sémantique dans des interfaces qui, pour le dire simplement, ne restituent pas le graphe. C'est-à-dire dans des interfaces métiers dans lesquelles les métiers vont pouvoir tirer profit des apports de la sémantique, mais sans forcément en avoir conscience. Ça a été une vraie ligne directrice quand on a mis en place notre solution. Et aujourd'hui, on a tout un ensemble d'interfaces graphiques, d'outils qui servent en fait cette direction. Et donc, à ce titre, aujourd'hui, on a des clients dans différents domaines, mais l'un des domaines principaux par lesquels on est rentré, c'est le monde du média. Et ça a été hyper intéressant de voir que dans ce monde-là, ce qui est manipulé de manière extrêmement fréquente, c'est du document non structuré, des vidéos, du son, et qui a un fort besoin de structuration. Et donc l'idée, justement, c'était très vite dans ce domaine-là, on s'est rendu compte que tout le monde comprenait assez vite que les métadonnées, ça ne marche pas. En fait, les métadonnées, ça vous permet effectivement d'indexer du contenu, mais comme son nom l'indique, avec des données uniquement. Et en fait, la problématique aujourd'hui, je vais vous la présenter de manière plus concrète, elle a été justement très vite comprise dans ce domaine-là. Et après, petit à petit, on a pu développer Perfect Memory dans d'autres verticaux. Donc, quand on dit permettre au métier d'accéder au réseau de connaissances, en fait, le grand principe qu'on va mettre en œuvre dans la plateforme, c'est ces 3 dimensions au sein de cette solution qu'on appelle le Knowledge Operating System. L'idée, c'est d'intégrer toute donnée, qu'elle soit structurée ou non, hétérogène dans son formatage, dans ses sources. L'enjeu, c'est de venir brancher notre solution au sein d'un écosystème qui peut être extrêmement différent d'un client à un autre. Et l'enjeu, c'est de cette donnée hétérogène, c'est d'en expliciter l'information, mais dans son contexte métier. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, un axe fondamental, une vision qu'on a de la sémantique, c'est assumer la subjectivité d'une modélisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le piège des ontologies, c'est d'essayer de modéliser pour que ça réponde à tout le monde. Sauf que l'idée, justement, c'est de dire, ben non, les ontologies sont faites pour modéliser votre domaine. Je peux donner plein d'exemples, mais rien que pour vous citer l'un de nos clients, qui est un club de foot très connu, qui vient de se qualifier contre Liverpool en Ligue des Champions, clairement, aujourd'hui, leur vision est subjective. On ne parle pas d'équipe à domicile, d'équipe à l'extérieur, on parle d'adversaire. L'adversaire est un concept. Et donc l'idée, c'est d'assumer le fait qu'une ontologie est fondamentalement subjective, et c'est ce que justement on met en œuvre pour parler le langage métier en réalité, parler le langage de ce contexte. Et enfin, donc, comme je disais, c'est on délivre des interfaces pensées pour ces métiers pour accéder à cette information qui a été mise en réseau. Donc, petite cartographie de quelques clients iconiques. Donc ça fait pas mal d'années que Perfect Memory existe, mais c'est seulement que depuis 2019 qu'on peut dire que la solution telle qu'on l'a construite, on l'a
On la vend voilà, telle qu'elle a été pensée, de manière répliquée. Dans le domaine du média, j'évoquais le Paris Saint-Germain, on est déployé chez NASCAR, chez France Télé, chez RTL Belgique, à l'Eurovision ou NBC Universal, donc ça dans le domaine du média. Mais on a aussi, aujourd'hui, dans les telcos ou dans le renseignement, aussi des axes de développement, parce qu'effectivement, tout ce qu'on a construit avec notre solution, forcément, trouve des cas d'usage et des cas d'application dans bien d'autres verticalités que celle du média. Donc ça, c'est un peu pour vous positionner Perfect Memory et notre domaine d'activité. Maintenant, comme je vous le disais, je vais vous partager ce que nous identifions comme les enjeux fondamentaux de la sémantisation de la donnée. Et je le vois en 3 axes. Il y a d'abord l'enjeu d'accessibilité. L'accessibilité des ressources métiers, c'est un axe important qu'on va détailler. Il y a la standardisation du référentiel de réconciliation, autre axe très important. Et enfin, passer dans ce paradigme de mise en relation des ressources, ça veut dire fondamentalement connecter les métiers. C'est vraiment ce qu'on adresse quand on déploie notre solution dans les différentes organisations qui sont nos clients. Donc si on se focalise d'abord sur l'accessibilité des ressources métiers, je vais prendre un exemple tout simple et tout bête. Une situation récurrente qu'on connaît tous. On peut avoir 3 métiers, par exemple, 3 personnes dans 3 départements différents qui cherchent quelque chose et qui ne le trouvent pas. Je cherche le document où nous présentons notre activité pharmaceutique aux médecins. Quels sont les résultats d'analyse de ce traitement? Qui a la dernière version du reporting Excel? Il y a 2 enjeux fondamentaux. C'est savoir où chercher, ça c'est une chose. Si on sait que ça a été produit dans notre département, très bien. Mais si on recherche avec des mots et qu'on ne trouve pas, eh bien souvent, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on demande aux autres. J'éprouve des difficultés à accéder à ce qui a été produit par les différents départements, alors je vais demander aux autres, tu ne peux pas m'aider à retrouver ce qui a été produit dans ce contexte-là, avec tel objectif. En fait, cet exemple tout simple, il montre que dans notre quotidien, à chaque fois qu'on doit accéder à des ressources métiers, en fait, on y accède comme ça. On y accède comme si on était dans une chambre pas rangée, et à chaque fois, justement en fonction du nommage des fichiers ou en fonction des métadonnées, justement des fameuses métadonnées qui ont été apposées, en fait on éprouve des difficultés et on demande à quelqu'un est-ce que tu peux m'aider à retrouver ceci ou cela. Donc déjà un enjeu très important quand on a adopté les technologies sémantiques, c'était de sortir de ce paradigme. Donc quand un utilisateur cherche quelque chose et qu'il ne le trouve pas, qu'il n'a pas de résultat, ça peut vouloir dire effectivement que ça n'existe pas, aucun document n'existe, mais ça peut vouloir dire tout simplement que la donnée saisie pour rechercher n'existe pas. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On change les données de notre recherche. On se dit ça ne devait pas être enregistré comme ça ne devait pas être formaté comme ça n'a pas dû être indexé avec telle donnée. Ça, ce que ça signifie, c'est qu'on est des utilisateurs data-driven. C'est-à-dire que c'est la data, la façon dont elle est stockée qui nous impose notre façon de rechercher, d'explorer, de naviguer. Donc, une des valeurs importantes de la sémantique telle qu'on l'aperçoit, c'est justement d'assumer que la donnée seule est inutile. C'est l'une de nos guidelines, c'est de dire « data alone is useless », parce que justement, c'est ce qu'on en est les témoins chez tous les clients chez qui on se déploie, s'appuyer uniquement sur les data, ça ne permet pas fondamentalement d'accéder aux ressources métiers telles que c'est nécessaire sur une base quotidienne. Donc ça, quand on a adopté la sémantique, c'était d'assumer ce postulat et de dire que la donnée seule n'est qu'un symbole. Ces données sont faites pour être stockées effectivement dans des bases de données, mais si on commence à structurer et stocker le réseau de connaissances porteur de la signification contextuelle, tous les mots sont importants ici, alors on est dans une approche effectivement vertueuse d'un accès à la connaissance et peu importe la façon dont celle-ci a été stockée, dont elle a été exprimée. Donc c'est bien un des enjeux que l'on vise. Et en fait, la conséquence, c'est quoi? Plutôt que se retrouver dans une situation où les métiers ont besoin de demander à des experts d'autres départements pour accéder à des contenus, l'objectif que nous visons, c'est l'accessibilité pour les métiers à ces ressources et que les experts soient complètement focalisés sur leur expertise et leur métier sans faire passe-plat parce qu'ils ont la connaissance du comment ça a été formaté. Et donc ça, c'est ce que nous visons. Et donc aujourd'hui, dans le domaine du média,
grâce à cette approche, eh ben, on permet à des utilisateurs qui n'avaient jamais accès à des archives ou à certaines typologies de documents, ils devaient toujours passer par l'intermédiaire d'eux, ils ont un accès direct, c'est plus fluide, et c'est surtout, ça donne beaucoup plus d'idées sur l'exploitation de ces ressources métiers. Tout ça est mis en convergence, et voilà, c'est un objectif fort que nous visons, et quelles que soient finalement les verticalités dans lesquelles on inscrit notre solution. Donc ça, c'est sur l'accessibilité des ressources métiers. Le deuxième axe, comme j'évoquais, c'est la standardisation du référentiel. Parce que oui, ça c'est effectivement un axe hyper important, c'est que vous connaissez tous cette histoire de l'organisation qui va avoir 27 modèles de données dans son écosystème et qui va identifier, ce serait bien qu'on ait un modèle de données pour tous les réconcilier. Super, on va mettre en place un modèle de données. Et au final, ce modèle de données pour tous les réconcilier, eh ben, en fait, c'est le 28e. C'est le 28e modèle de données. Et en fait, pourquoi bien souvent on tombe dans ce travers-là? C'est parce que ce fameux modèle de données qui a été identifié comme pouvant les réconcilier tous, eh ben, il ne respecte pas les règles de il ne faut pas que ce soit propriétaire, il faut que ce soit nativement interopérable, il faut que ça suive des normes, il faut que ce soit nativement pensé pour justement s'interfacer avec un écosystème qui n'est pas celui qui est uniquement le vôtre. Et là, pourquoi réinventer la roue? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le W3C, les normes du web sémantique, sont exactement faites pour ça. Et donc les ontologies, les graphes, c'est la norme, et j'insiste, non propriétaire pour structurer la connaissance. Et donc à partir de là, si on part dans cette idée de structurer votre contexte avec cette ontologie, ben, en fait, on est tout de suite dans une interopérabilité native à travers le réseau des équivalences. Ça, c'est le fameux schéma du linked open data. Tous les liens qu'on voit entre ces différentes bulles, ce sont ces liens d'équivalence, ce sont ces passerelles natives que nous avons entre toutes les ressources. Donc si, dès l'instant on adopte une norme comme on adopte un langage, eh ben, on peut se faire comprendre. Et donc à partir de là, on assume que l'une des petites bulles ici, c'est notre contexte, c'est notre subjectivité, mais on peut faire des passerelles justement vers les autres contextes, et c'est ça qui nous amène justement toute cette flexibilité, tout en étant vraiment sur ce sujet de un modèle qui les réconcilie tous. Ce qui est hyper intéressant aussi avec la sémantique de notre point de vue, c'est son agilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nombre de fois où ça nous est arrivé qu'un besoin métier évolue, et grâce à l'agilité du modèle, le fait que l'ontologie puisse évoluer de la même manière que les ressources, puisqu'on ne parle que de triplé dans tous les cas, on est ici dans une approche qui nous permet d'être très réactifs. Et ça étonne encore parfois nos clients. Parfois, ils sont très habitués à subir des migrations de données dès l'instant où il y a quelque chose qui doit changer par rapport à ce qui a été mis en place. Faire évoluer le modèle, faire évoluer les règles d'inférence et avoir ce genre de stratégie qui nous permettent de dynamiquement répondre à des évolutions de besoins, ça c'est une propriété fondamentale. Et enfin, voilà, j'évoquais l'inférence. Pour moi, cette dimension, c'est parfois celle qui est oubliée quand on parle de sémantique. J'ai pu identifier ça à plusieurs reprises, c'est-à-dire que structurer sous la forme de graphe, très bien. On répond à toutes les caractéristiques qui sont ici, on est standard, on est interopérable. Mais l'inférence, on ne va pas forcément l'exploiter. Or, c'est la clé. C'est la clé pour la mise en intelligibilité de la donnée, parce que l'inférence, c'est expliciter tout l'implicite qui nous permet justement de multiplier les points d'entrée. Et donc ça, mobiliser l'inférence, le raisonnement sémantique et le délivrer au métier, ça leur permet d'exprimer des choses selon des axes justement qui ne sont pas ceux qui ont été stockés tels quels. Et donc ça, cet enjeu-là, pareil, il sert les besoins métiers. Et donc aujourd'hui, ces 4 dimensions, ces 4 propriétés clés de la sémantique, ce n'est pas forcément les seules, mais en tout cas ce que nous disons à Perfect Memory, c'est qu'elles sont fondamentales si on veut répondre aux enjeux qui sont ceux que nous adressons. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et le troisième axe, comme je disais que les métadonnées, justement, ça ne marche pas. Ben oui, parce que maintenant, on n'est plus dans un paradigme d'ajouter de la donnée méta pour indexer une donnée ou un contenu. On va mettre en relation les ressources. Et ça, fondamentalement, si on s'amuse ensemble à faire un petit graphe, on peut imaginer que le département communication produit un document qui dit que ce document est fait pour les médecins avec quelques infos qui sont accrochées. Et ensuite, on va avoir justement l'ontologie qui va nous permettre d'ancrer la typologie de ces éléments. Donc là, c'est extrêmement simple.
Mais l'idée derrière ça, c'est que dès l'instant où on définit les implications de chacun de ces types, eh ben, on peut amener déjà beaucoup de choses par inférence sur ce qui a été produit par ce département com. Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est si on vient réconcilier, par exemple, des infos qui viennent du département médical. Et le fait de dire que ce document, il contient un extrait patient qui est relatif à une personne bien identifiée. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est autour de ce graphe, et bien évidemment, si on parle d'IA, ça en fait partie, c'est-à-dire produire de l'information automatique, par exemple, analyser ce document et identifier des choses comme par exemple le contexte d'application, et on mobilise l'inférence pour obtenir de plus en plus de liens. Là, devant nous, avec ces quelques couleurs, on se rend bien compte que construire la connaissance, c'est un processus collaboratif. Et donc l'objectif ici, c'est de faire en sorte, au final, de connecter ces différents départements à travers ce graphe de connaissances réconcilié. Donc c'est véritablement l'objectif que nous visons ici. Et donc à partir de là, le fait justement de ne pas répéter les métadonnées d'un département à un autre, et pas forcément de la même manière, on change complètement d'approche, on change complètement de paradigme dans la façon dont on va structurer l'information. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, finalement, ces utilisateurs n'en ont pas conscience. Ils utilisent leur interface métier. On ne leur demande pas « complétez-moi ce graphe ». Ils construisent dans leurs outils, avec leurs mots et avec leurs besoins quotidiens. L'enjeu, c'est de faire en sorte que ce graphe se nourrisse. Okay ? Donc ça, c'est les trois grandes clés et qui nous permettent, comme je disais, d'adresser des nouveaux usages. Donc tout ça, c'est l'objectif et les principes clés que l'on vise sur la sémantisation. Maintenant, concrètement, comment on le fait? Comment on le met en œuvre? Comment on orchestre cette sémantisation? Alors aujourd'hui, à Perfect Memory, comme je disais, on a construit toute une solution avec des interfaces utilisateurs, à commencer des interfaces utilisateurs pensées pour les experts de la donnée, on va dire comme ça. C'est-à-dire ceux qui vont servir les métiers. Et donc à partir de là, 4 axes fondamentaux, c'est maîtriser la modélisation, les ontologies, maîtriser la configuration des outils qu'on mobilise, mais toujours en mobilisant l'ontologie, l'orchestration des workflows, comment on va combiner les traitements, et enfin la configuration de l'expérience utilisateur. On aime dire à Perfect Memory qu'on a une solution ontologie-driven, parce qu'en fait l'ontologie elle est partout ici. On dit même des fois à Perfect, nul n'est censé ignorer l'ontologie. Du département front-end, back-end, commercial, marketing, etc. Si on a un point fédérateur, c'est bien l'ontologie. Donc à partir de là, l'enjeu c'est justement de la mobiliser comme c'est le modèle de référence pour absolument tout ce que nous allons mettre en place. Et donc de manière très concrète, on a des interfaces qui nous permettent d'accéder à des ontologies. Donc si les ontologies ont été formatées selon les standards W3C, on peut nativement les charger dans l'interface. On va avoir de l'exploration, on va pouvoir éditer ces ontologies pour pouvoir les étendre, toujours en respectant les normes du W3C. Donc ça, c'est un premier enjeu. On va structurer la modélisation. Ensuite, on va pouvoir configurer comment on va ingérer les sources de données. Donc là, aujourd'hui, sur étagère, on est compatible avec tout un ensemble de stockage, cloud ou pas, objets, fichiers, etc. L'objectif étant de définir des règles d'ingestion de ces données, sur quels critères et comment nous allons les projeter dans le modèle de réconciliation. Donc aujourd'hui, selon les cas clients que nous avons, on va se brancher à des sources, comme je disais, hétérogènes. On va automatiser le fait dès l'instant où un département métier a produit des données, qu'elles nous soient poussées ou qu'on les récupère. L'enjeu derrière, c'est qu'après, avec toutes ces différentes règles que nous pouvons définir, en fait, ce que nous faisons, c'est provoquer justement le fait de mapper ces données selon le modèle de réconciliation. Bon, là, vous avez un exemple tout simple où effectivement, on a des données formatées dans un tableau et en fait, on va venir construire le graphe qui va effectivement respecter l'ontologie et qui va du coup projeter les données selon les standards sémantiques. Donc toutes ces dimensions-là, ça va jusqu'à même intégrer par exemple de l'IA. Là, vous avez un exemple avec OpenAI qui est intégré. Comme je disais, c'est une des sources comme une autre. On a du prompt management à l'intérieur de la solution. L'objectif, encore une fois, c'est que c'est contextualisé par l'ontologie. Ce que je peux mettre dans mon prompt, il faut que ce soit cohérent avec mon contexte. Et ce qui va en sortir, il faut que ce soit cohérent avec mon contexte. Donc à partir de là, considérer toute source de données,
que ce soit des humains, des machines qui les aient produites, pour les rendre intelligibles selon le modèle de réconciliation, c'est bien l'objectif que l'on vise. Et voilà, on a tous ces différents outils qui permettent de les mettre en musique. Donc ça, c'est le moyen, c'est-à-dire comment on orchestre la sémantisation. Maintenant, comme je disais, on a construit Perfect Memory, pas avec les outils que je vous ai montrés, comme une fin en soi. L'idée, c'est que les outils que vous venez de voir servent l'exploitation par les métiers. Et donc ça, aujourd'hui, on a une diversité en fait, d'interfaces utilisateurs, différents composants graphiques. Effectivement, comme je disais, dans le monde du média, typiquement quand on parle de contenu audiovisuel, eh bien évidemment, on ne va pas naviguer dans un graphe qui dit là, ça se passe de tel temps à tel temps, etc. Non, on a une timeline de navigation dans laquelle on va naviguer dans des séquences qui sont reliées à des entités. Derrière, c'est un graphe, mais l'utilisateur ne le sait pas. Mais voilà, tous ces composants graphiques, on a pensé nos interfaces pour justement les multiplier en fonction des besoins d'exploitation métier que nous avons. Et notamment dans le domaine de la santé, le focus que je peux faire, eh bien, il y a plusieurs cas d'usage qui sont envisageables. C'est vrai que dans les travaux, par exemple, typiquement qu'on a initiés avec Servier, on a un enjeu de mise en relation des connaissances biologiques externes et internes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le Linked Open Data, on a énormément de connaissances partagées. L'enjeu, justement, c'est de pouvoir faire une réconciliation entre cette connaissance partagée et la connaissance propre qui est celle d'organisation. Pourquoi ? Pour servir, encore une fois, des usages qui vont aller de la catégorisation automatique de tout un ensemble de ressources qui sont les vôtres, de mettre en relation par le biais de l'inférence ces ressources entre elles en s'appuyant sur de la connaissance externe, que ce soit sur la typologie des animaux, par exemple, qui sont concernés par les samples qui sont extraits ou ce genre de choses. Tout ça, en fait, il y a un enjeu de collaboration entre la connaissance partagée et la connaissance qui vous est propre. Et grâce à tous les principes que je vous évoquais, on y arrive. Ça, c'est un exemple intéressant, c'est la structuration des contenus de formation médicale. C'est-à-dire que là, on est encore sur un contenu vidéo. L'idée, c'est que justement, le fait de pouvoir structurer les différentes phases d'une opération pour servir, et en mobilisant l'inférence des possibles alertes sur justement les bonnes pratiques, et le fait justement de proposer ça à des étudiants, ou voire même dans le cadre d'assurance pour comprendre justement ce qui s'est mal passé, c'est un enjeu fondamental. Donc à partir de là, qu'on soit dans n'importe quel domaine, qu'on soit dans le domaine de la santé, dans le domaine du média, etc., comme vous l'avez compris, ce que nous visons, c'est la mise en intelligibilité de l'information. Donc si je devais le résumer en une phrase, l'apport de la sémantique pour nous et pour les métiers que nous servons, c'est enfin libérer l'accès aux données. Je vous remercie et n'hésitez pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si je suis dans le timing. Ça va, parfait. Parfait. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, allez-y. Vu des utilisateurs terrain, une fois qu'on a mis tout ça en place, ça se passe comment? C'est-à-dire qu'ils ont créé, par exemple, l'exemple que vous donniez de la com, ils ont créé un document, ils le déposent dans l'application, et ça lance toute l'analyse pour que les autres puissent le récupérer ou pas, suivant la confidentialité. Oui, en fait, c'est exactement ça, mais par contre, quand un document est déposé, on va configurer finement tout ce qu'on va faire avec ce document. En fait, on a justement notre moteur de workflow. Typiquement, si on a besoin d'analyser le texte et d'extraire de l'info, c'est quelque chose qu'on peut mobiliser, mais ce n'est pas obligatoire. En fait, on a tout un ensemble justement de règles qui vont nous permettre de dire, selon les sources de données que j'ai ou pas, je vais mobiliser de l'analyse ou pas. Je peux donner encore un exemple sur le PSG. Aujourd'hui, tout match est logué. Il n'y a pas besoin du coup de faire d'IA pour savoir c'est quoi l'action de jeu et c'est quel joueur qui est là. L'enjeu, c'est justement dans le workflow d'ingestion d'un match, c'est de récupérer ces infos qui ont été loguées. Donc ça, c'est des choses qui ne mobilisent pas l'IA. Mais par contre, avoir la transcription du commentateur qui peut amener des informations complémentaires, ça peut être intéressant de mobiliser à l'ingest. En fait, au final, selon la typologie des documents, on va appliquer les traitements qui font sens en vue des attentes métiers. Pourquoi ? Parce que les métiers, ils veulent rechercher des actions, ils veulent rechercher des citations du commentateur qui sont marquantes. C'est bien parce que les métiers en ont besoin qu'on va combiner ces différents traitements. Mais c'est vrai que du point de vue utilisateur, il dépose le document. Alors soit il le dépose manuellement, soit on automatise le fait qu'à chaque fois qu'il y a un document qui est produit là, ça vienne directement dans la plateforme. Ça dépend effectivement
des cas d'usage de notre client. Mais du point de vue du métier, il faut que ça reste simple. Exactement. Oui. Vous avez parlé d'inférence. Oui. Quel langage vous utilisez en inférence? Qui écrit les règles? C'est une excellente question. Aujourd'hui, on intègre OntoText. Donc aujourd'hui, forcément, par défaut, les règles d'inférence que nous mettons en place, c'est le formalisme d'OntoText pour les règles d'inférence. Par contre, on ne s'arrête pas forcément là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, je vais le dire comme ça, on va avoir différents niveaux d'inférence. C'est-à-dire qu'il y a l'inférence qu'on va considérer en base, c'est-à-dire que celle qui doit justement être accessible à chaque consultation de ressources. Et après, on va avoir de l'inférence, par exemple, que pour l'indexation, pour la recherche. Donc, par exemple, typiquement, exprimer des règles d'inférence pour l'indexation, en fait, en réalité, on tord un petit peu la convention, c'est-à-dire qu'on va faire du Sparkle pour justement venir construire des faits inférés à partir de ce qui se passe dans la base, mais uniquement pour servir l'indexation. Donc, il y a cette dimension-là, il y a l'inférence en base. Et après, l'idée, justement, c'est qu'on avait essayé de faire du swirl, SWRL pour justement suivre la norme. Mais c'est vrai qu'après, l'idée, c'était de faire toujours le mapping vers ce qu'attend GraphDB. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a laissé un peu de côté, mais on a toujours dans un coin de notre tête sur le fait d'avoir, au même titre que les ontologies, d'avoir une préservation des règles d'inférence qui soit la plus interopérable possible. Je sais qu'il y a encore un peu de travail de ce côté-là. Mais globalement, voilà, on a plusieurs stratégies aujourd'hui. Le même qui fait l'ontologie. En gros, c'est celui qui va mettre en œuvre l'ontologie. Déjà, de manière générale, tous les héritages qui sont déclarés dans l'ontologie, les inverses dans les relations, les héritages dans les relations, tout ça, l'air de rien, c'est un peu comme des règles d'inférence, mais qui viennent avec le standard. Et par-dessus ça, on va compléter avec des règles custom qui dépassent justement l'héritage, etc. Voilà. Oui. S'il y a un changement d'ontologie, oui. Tout est recalculé après, tous les documents où les métadatas ont été calculés, ça se fait automatiquement, c'est ça? Tout à fait, c'est toute la beauté de la chose, effectivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on change justement en base graph, par exemple une relation, par exemple on va faire un nouvel héritage de relation, on s'est rendu compte que cette relation ici, en fait, elle partageait un gros point commun avec cette relation-là, on va faire une relation mère. On va créer cette nouvelle déclaration, subproperty of, et à partir de là, dès l'instant où c'est dans la base, le moteur de raisonnement fait son travail, et tous les nouveaux triplés inférés sont dynamiquement régénérés. Oui. Donc bien évidemment, en fonction de la volumétrie dans la base, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais c'est effectivement transparent en tout cas. Ça se fait tout seul. Oui. Vous parliez au début de la notion de subjectivité oui. du domaine et en même temps avec la question de l'interopérabilité, notamment avec le Linked Open Data. Oui. Et du coup, dans les tentatives d'harmoniser un peu le Linked Open Data, il y a notamment les notions de upper ontologie oui. Qui ont été créées, puis de middle ontologie. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous intégrez dans votre pipeline que vous prenez en compte au moment de la création d'ontologie ou vous vous connectez juste en faisant des liens avec les questions d'ontologie existantes C'est une très bonne question. Je peux donner un exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est contributeur d'ailleurs d'une ontologie qui s'appelle le BU-Core, qui est l'ontologie qui est pensée comme une upper ontologie dans le domaine du média. Donc en fait, les concepts de c'est quoi une vidéo, c'est quoi un programme, c'est quoi un objet éditorial au sens audiovisuel du terme, etc. Il y a des concepts forts qui ont été posés à l'intérieur, se positionnant comme un socle de réconciliation. La problématique, on a un regard critique dessus, c'est qu'elle va un peu trop loin. C'est-à-dire que justement, pour servir un enjeu de upper, il ne faut peut-être pas aller trop loin dans le détail, justement, dans la structuration. Parce que très vite, on se rend compte d'un client à un autre qu'il y a des objets qui ne servent pas. Et justement, un axe fondamental, et je dirais qu'au début de Perfect, on était tombé dans ce piège et on en est sorti, il faut être économe sur les triplés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que ce serait plus propre et plus beau de faire un chemin de profondeur 5 qu'il faut le faire si on n'utilise jamais les éléments intermédiaires entre le nœud 1 et le nœud 5. Et donc là, aujourd'hui, c'est pour ça qu'utiliser directement l'ontologie comme le BU-Core, ce n'est pas quelque chose qu'on va encourager. Ce qu'on va encourager, c'est commencer toujours par vos besoins. On modélise vos besoins et on s'en fout de ce qui existe. On modélise vos besoins, on modélise l'ontologie, et après, on pense les passerelles. Et en fait, en pensant comme ça nous permet d'envisager, tiens,
quand vous parlez d'un programme, en fait, c'est un editorial object au sens de Bucor. Et en fait, les propriétés que vous avez ici, en fait, elles ont des équivalences. Mais en fait, on va plutôt raisonner comme ça. Et aujourd'hui, on a créé à Perfect Memory des ontologies socles qui nous permettent aussi d'anticiper justement ces relations d'équivalence que nous allons faire. Parce que les ontologies que nous avons faites, elles sont déjà aujourd'hui interopérables avec beaucoup d'ontologies du marché. Donc voilà, on va plutôt favoriser le fait de partir exclusivement des besoins et de modéliser presque from scratch et de penser les passerelles après. En tout cas, on trouve que ça a apporté des vrais succès aujourd'hui parce qu'on n'a jamais imposé un modèle à n'importe quel niveau. On a toujours répondu exactement à ce qui était demandé. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Bien, merci beaucoup. Merci.